Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur de la recherche qualitative. C'est une méthode hyper puissante pour comprendre le fameux « pourquoi » derrière les actions des gens. Un outil qui est juste essentiel, que ce soit pour un étudiant, un chercheur ou même et surtout pour un fondateur de start-up. La vraie question, c'est celle-ci. Comment on fait pour vraiment comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, pensent ce qu'ils pensent et ressentent ce qu'ils ressentent? Eh bien, la recherche qualitative, c'est la clé qui nous permet d'aller au-delà des chiffres bruts pour découvrir ce qui se cache derrière, les significations profondes, les expériences vécues. Alors voici le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la recherche qualitative? Ensuite, on verra comment on collecte les données. Puis, on va s'attaquer à un gros morceau, l'art de mener un entretien. Après ça, on verra comment on transforme de simples mots en véritables pépites d'information. Et pour finir, le plus important, à quoi ça sert concrètement? Quel est le gain stratégique? Parfait, on attaque la première section. Qu'est-ce que la recherche qualitative? L'idée centrale, le cœur du réacteur, c'est de comprendre des significations, des expériences et des points de vue. Donc, pour le dire de manière un peu plus formelle, c'est une méthode qui va analyser et comprendre des phénomènes en se concentrant sur les interprétations et sur le sens. Et le point qui est absolument crucial ici, c'est que l'objectif, ce n'est pas la quantité. On n'est pas dans un sondage. Non, ce qu'on veut, c'est obtenir des données en profondeur, des données de qualité. Bon, passons maintenant à la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour recueillir ces informations si riches? C'est tout l'objet de notre deuxième section, la collecte des données. Alors attention, une bonne étude qualitative, ça ne s'improvise pas. Ça suit un processus bien clair en 8 étapes. Tout commence par définir une question de recherche précise, ensuite on formule des hypothèses, on choisit sa méthode et on définit son échantillon. La 5e étape est cruciale, la préparation, par exemple la création d'un guide d'entretien. Puis on passe à l'action, collecte des données, analyse et enfin présentation des résultats. C'est un parcours vraiment structuré. Pour collecter ces données, il existe plusieurs techniques. On peut faire de l'observation, analyser des documents, organiser des groupes de discussion, et bien sûr, il y a les entretiens. C'est cette dernière méthode, la plus courante et bien souvent la plus riche, sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Troisième section, l'art de l'entretien. Et j'insiste sur le mot « art », parce qu'il ne suffit pas de poser des questions. Non, la manière dont on les pose est absolument déterminante pour la qualité des informations qu'on va pouvoir recueillir. La distinction fondamentale, c'est celle entre les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées, c'est simple, elles appellent un oui ou un non, et bim, elles tuent la conversation. À l'inverse, les questions ouvertes, ce sont elles le moteur de l'entretien. Elles encouragent les gens à donner des réponses détaillées, à raconter des histoires, et c'est là qu'on découvre des perspectives totalement inattendues. Pour mener un bon entretien, il y a quelques techniques d'or à connaître. Savoir relancer la conversation en rebondissant sur ce que la personne vient de dire. Respecter les silences, c'est souvent là que la réflexion se fait. Reformuler pour être certain d'avoir bien compris. Et surtout, la règle numéro 1, ne jamais interrompre ni essayer d'orienter la personne. L'écoute active, c'est la clé de tout. Ce graphique illustre ça parfaitement. En orange, on a le profil type du mauvais entretien, centré sur le questionnaire, bourré de questions fermées et d'interruptions. Un vrai interrogatoire. En bleu, c'est l'entretien réussi, centré sur la personne, avec des questions ouvertes, des relances, de l'écoute active. L'objectif, c'est simple, il faut que la zone bleue soit la plus large possible. D'accord. On a collecté nos données, on a des heures d'enregistrement, c'est un peu le chaos. Comment on passe de ces mots bruts à des idées claires? C'est ce qu'on va voir dans notre 4e section avec un exemple très pratique. On va prendre un extrait d'un entretien réel qui portait sur le tri des déchets ménagers. La personne dit « Je vois pas l'intérêt de trier si c'est pour pas en faire quelque chose. Ce qui me vient à l'esprit, à part le recyclage, c'est une contrainte. » On sent tout de suite la force de ces mots, n'est-ce pas? Le processus qui permet de transformer toutes ces conversations en données qu'on peut analyser, ça porte un nom, c'est le codage thématique. C'est à ce moment-là qu'on commence à structurer la pensée et à identifier des thèmes qui reviennent sans cesse. Voilà comment ça marche en pratique. On prend des citations directes, ce qu'on appelle les verbatims, et on les classe dans des thèmes. Par exemple, quand la personne dit « il faut 3 poubelles à la place d'une seule », ça va dans le thème « contrainte ». Quand elle dit « le ramassage a drastiquement augmenté », ça va dans « onéreux ». On transforme comme ça un long discours en catégories claires et analysables. Et de nos jours, il faut savoir que l'intelligence artificielle est une aide précieuse pour accélérer ce processus. Des outils peuvent analyser des heures de transcription en quelques minutes pour nous aider à identifier les thèmes principaux et les sentiments. C'est un gain de temps énorme, même si l'interprétation fine du chercheur reste, elle, indispensable pour donner du sens à tout ça. Ce qui nous amène à notre dernière section et sans doute la plus importante, le gain stratégique. Parce que c'est bien beau d'avoir des thèmes, mais comment on les transforme en conclusions qui permettent de prendre de vraies décisions? Si on revient à notre étude sur le tri, voici les conclusions majeures qui ressortent de l'analyse. On voit un refus clair de trier parce que c'est perçu comme contraignant, difficile et cher.
le rapport coût-bénéfice pour la personne est jugé carrément défavorable. Et, c'est très intéressant, il y a une préférence pour agir en amont via le recyclage plutôt qu'en aval avec le tri. Et dire que tout ça, ça vient d'une seule conversation de 52 minutes? Pour une start-up, des informations comme ça, c'est de l'or en barre. Imaginez une entreprise qui voulait créer une application pour optimiser le tri. Elle découvrirait ici que le vrai problème, ce n'est pas le tri lui-même, mais la perception d'inutilité et de contrainte. Du coup, elle pourrait complètement pivoter sa stratégie et plutôt développer un service qui aide à réduire les déchets à la source. C'est ce genre de pivot stratégique qui peut faire toute la différence entre l'échec et le succès. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Combien d'histoires cachées, combien d'idées cruciales n'attendent qu'à être découvertes dans les mots qui nous entourent tous les jours? La recherche qualitative, justement, elle nous donne les outils pour enfin tendre l'oreille et vraiment écouter.